Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette deuxième émission virtuelle du Rassemblement pour un pays souverain, consacrée cette fois à la 25e année du référendum volé de 1995. Nous aurons la chance d'accueillir à cette émission deux personnalités, messieurs Robin Philpot et Mathieu Bock-Côté, qui nous parleront plus en détail de ce moment historique où le Québec a passé à un cheveu de devenir un pays libre et indépendant. Avec un taux de participation record de 93,5 %, 50,6 % des gens ont voté non à la question et 49,4 % ont voté oui. L'écart entre le oui et le non a été de 54 288 voix. Pour la première fois, les Québécois francophones donnaient un appui majoritaire au projet du mouvement souverainiste avec 60 % des votes enregistrés, toute origine ethnique confondue. En 1980, l'appui n'était que de 40 %. Le Canada a gagné, mais en volant le pays des Québécois. Inscription illégale d'électeurs, naturalisation record des citoyens, dépenses illégales, utilisation d'arguments de peur, du mensonge et de la désinformation. Pour les fédéralistes canadiens, violer la loi sur la consultation du Québec et violer leur propre signature du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'ONU en 1966, tout cela n'est rien, parce que la fin justifie les moyens. Toutes les magouilles et tous les subterfuges pour gagner frauduleusement ne nous arrêteront pas. Comme le citait M. Robin Philpot en début de chapitre dans son livre, Dany Laferrière écrivait « C'est nous, en définitive, qui donnons à l'autre le pouvoir qu'il exerce sur nous. » Et il avait raison. D'abord, il faudra se soustraire de la Charte des droits et libertés du Canada. Aussi, il faudra bien un jour réfléchir sérieusement à l'adoption de la carte de citoyen électeur et de son application rigoureuse pour éviter de se faire voler le prochain référendum. Feu notre ami Gilles Réaume la réclamait depuis longtemps. Il faut agir pour qu'enfin tous comprennent que le référendum sur l'avenir du peuple québécois ne concerne que les Québécois. Tout n'est pas perdu. Il y a 60 ans, comme le disait Gilles Réaume, on pouvait tenir une réunion d'indépendantistes dans une cabine téléphonique. Nous sommes rendus à plus de 2 millions. Relevons nos manches et crachons-nous dans les mains, comme le suggérait Jacques Parizeau, parce que l'indépendance est dans notre intérêt, à tous. Merci. Maintenant, chers amis, place à nos conférenciers. Avant de vous présenter nos invités, j'aimerais vous informer qu'il y aura une période de questions au terme des conférences. Vous pourrez nous les envoyer électroniquement et nous dire à quel invité elles s'adressent. 3 questions seront posées en premier à M. Robin Philpot et 3 autres questions à M. Bock-Côté. Notre premier invité est un journaliste, éditeur de la maison Baraka et un essayiste québécois. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont « Oka, le dernier alibi du Canada anglais »,« Ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali »,« Les secrets d'Option Canada » et « Le référendum volé », paru aux éditions des Intouchables en 2005. Mesdames et messieurs, M. Robin Philpot. Merci Benoît Roy, merci de m'avoir invité. Vous voyez, on fait attention à cette COVID, mais ça ne nous empêche pas d'être des militants et de continuer à nous battre pour la souveraineté du Québec. Octobre 95, j'aurais dit qu'on va d'un octobre à l'autre. En fait, octobre pour le Québec, c'est un mois fébrile. À mon sens, c'est un peu comme avril pour les Irlandais. C'est un mois où des choses se sont passées, comme à l'époque des Patriotes, c'était octobre et novembre, et pour nous, c'était octobre 70. Je pense que dans les deux cas, octobre 95 et octobre 90,
on va voir qu'il y a un lien important. Et surtout sur la façon dont on va raconter l'histoire. Dans les deux cas, nos adversaires, les adversaires d'un Québec libre, trouvent, je dirais, un cadavre ou une affaire sur laquelle ils vont mener une campagne, une sorte de propagande pour nous culpabiliser. Vous savez, dans le cas d'octobre 70, c'était le mort de la porte, ce qui sert à effacer tout le reste, tout le pourquoi. Et en 1995, c'est une phrase de M. Parizeau. Et maintenant, quand on écoute Radio-Canada ou tous les médias anglais, c'est la seule chose dont ils parlent. L'objectif est clair, c'est pour le Canada de se refaire une virginité et cacher à nous-mêmes la vérité sur les événements. En fait, octobre 70 et octobre 95 sont, à mon sens, des épisodes dans une guerre civile qui met en opposition le Québec et le Canada, où le Canada donne à une certaine élite, et je dirais canadienne-française, le pouvoir et les clés du pouvoir de l'État canadien, et ce sont des pouvoirs assez importants. Les épisodes, on pourrait dire que c'est octobre 70, c'est le référendum de 80 qu'on appelait confisqué. Par ailleurs, il y a un bon livre qui s'appelle « Le référendum confisqué » par un dénommé Marcellet. Je vous invite à le lire, à l'obtenir. Le coup de force constitutionnel de 82, donc où on établit, on nous donne une constitution avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. Tous les gouvernements du Québec ont refusé. Le torpillage du lac Meech, le référendum de 95 et le scandale qu'on appelle pudiquement des commandites. Ce sont des épisodes où les méthodes utilisées par le gouvernement, et je dirais le gouvernement du Parti libéral, sont les mêmes. Mais les mesures de guerre ont donné le ton à tous les autres. Et les mesures de guerre ont eu pour effet, à mon sens, de ramollir un peu le mouvement souverainiste. Et vraiment à le rendre moins, et je dis ça avec pèse mes mots, moins révolutionnaire, mais dans le bon sens. Ça a eu pour effet, je pense, de nous amener vers d'une volonté vers une sorte de velléité, malheureusement. M. Parizeau est une exception. Là, on parle de 95, et pour parler de 95, je veux citer, et je remercie Guy Boutier de nous avoir donné cette citation. Jean Chrétien, le 15 octobre 1970, au Conseil des ministres, a dit, et je le dis en anglais, « The government should not give previous warning of its actions, but act and explain things later. » Ça, il a dit ça en appuyant les mesures de guerre en 70. Autrement dit, le gouvernement ne doit pas annoncer ce qu'il va faire, c'est qu'il agit, il s'explique après. Et ça, c'est bien comme ça que s'est déroulé le référendum de 1995. Tous les moyens étaient bons. Tout, comme Benoît disait, la fin justifie les moyens. Et comme disait Jean Brault, un des profiteurs du scandale des commandites, l'État et la politique ne faisaient qu'un. Ce qui est une entorse incroyable aux règles de la politique. Je vais réénumérer quelques-uns des choses les plus saisissantes sur la façon dont le Canada a violé les lois du Québec sur les consultations populaires. Et encore, je dis, ce sont des lois du Québec qui, jusqu'à nouvel ordre, sont des lois canadiennes. Je pense que la chose qui frappe beaucoup, c'est la naturalisation des citoyens en accéléré. Pendant l'année qui a précédé le référendum, les naturalisations sont faites. Les gens qui travaillent au ministère travaillaient jour et nuit, 7 jours sur 7. Dans le seul mois d'octobre 1995, ils ont naturalisé près de 12 000 citoyens. Normalement, c'était 10 ou 12 fois plus qu'ils le faisaient avant. C'était une moyenne de 560 par jour qu'ils faisaient. Et il fallait être près de la place Guy Favreau pour voir comment ça marchait.
j'ai réussi à interviewer quelqu'un qui est passé par là, c'est un Français qui est immigré au Québec, puis il m'a décrit comment ça s'est fait. Il dit 150 personnes dans la salle, ils prêtent l'allégeance à la reine d'Angleterre tous ensemble. Une bonne partie ne parlait ni le français ni l'anglais. Après ça, quand c'est fini, ça, il y a quelqu'un qui passe dans l'allée entre les rangées de personnes qui viennent de prêter l'allégeance et dit, maintenant vous savez pour qui voter. Les gens sortent de la place Guy Favreau à Montréal et en dehors, il y a des autos du Parti libéral qui les amènent pour s'inscrire aux élections. C'est vraiment une insulte à notre intelligence, une insulte à tout le peuple québécois. Mais ce qui quand même nous fait rire un peu, l'arroseur a été arrosé. En fait, vous savez, ils ont abandonné toutes les vérifications internationales sur les nouveaux citoyens. Et dans la foulée du 11 septembre, le gouvernement américain a dit que le gouvernement canadien était une passoire pour les terroristes. Et le Canada a joué la Vierge aux Français. Qu'est-ce que c'est? On ne peut pas, jamais on a eu une passoire. Mais comme de raison, 5 des gens les plus recherchés étaient des citoyens canadiens, et dont un qui a reçu sa citoyenneté en octobre 1995. Et donc, le Canada a transformé son État de sorte qu'il puisse entrer le plus grand nombre de personnes pour grossir le camp du non, selon leur théorie, que tous les immigrants vont voter non. Et je vais revenir sur cette question-là. Après ça, il y a la question d'Option Canada. Option Canada est en fait la pointe de l'iceberg. C'était un fonds occulte, créé pour dépenser le même montant que chaque camp avait le droit de dépenser pendant la campagne électorale. Mais je dis occulte, là on le sait, on a écrit des livres là-dessus, mais jusqu'en 1997, personne ne savait que ça existait. Même le directeur général des élections n'a jamais entendu parler jusqu'à ce que quelque chose paraît dans la Gazette en 1997. Avec Normand Lester, on a obtenu la boîte de documents qui donne tous les talons de chèque. On sait qui en a profité. On sait comment ils ont dépensé cet argent-là. C'est 5 millions. Et vous vous rappelez, ceux qui suivent la politique, ils s'en souviennent, chaque camp avait le droit de dépenser environ 5 millions de dollars. Et voilà, vous avez 5 millions de plus pour le camp du non, et avec lequel ils payaient, puis je répète, je dis, ils payaient des bénévoles au nom des valeurs canadiennes. Ils payaient des consultants, payaient des pubs, payaient des associations, des gens d'affaires, imaginez-vous, avec les Laurent Baudouin et compagnie. Après ça, il y a le Levin où le ministre canadien appelle le président d'Air Canada, il dit on a besoin d'avions, puis lui il dit vous en aurez. Ils offrent un tarif d'unité à 90% de rabais pour venir de Vancouver à Montréal. C'est quand même énormément d'argent. Et là, j'ai John Ray, qui était l'homme à tout faire de Jean Chrétien, aussi important vice-président de Power Corp. Lui, en entrevue, il m'avait dit il était impératif que nous triomphions. Dès que je parlais de l'argent, il dit il était impératif que nous triomphions. Autrement dit, tous les moyens étaient bons, le fin justifiait les moyens. Et là, le directeur général des élections, Pierre F. Côté, qui est décédé malheureusement, posait la question en entrevue. Il dit vous savez, la question que je me pose, quelle sorte de violence peut-on utiliser à l'égard de l'émancipation d'un peuple? Quelle sorte de violence l'utiliser face au désir d'émancipation? Et en fait, il n'arrivait pas à appliquer les lois du Québec, parce que chaque fois qu'il voulait enquêter là-dessus, qu'il voulait en savoir davantage, il se faisait bloquer, il heurtait le mur au Canada, et il dit
Ce n'est pas une province ou une institution provinciale qui peut enquêter sur une institution fédérale. J'arrête 2 secondes pour parler de l'impact de la déclaration de M. Parizeau. C'était peut-être malhabile, mais sur le fond, il n'y avait rien. Il n'y avait rien là. En fait, comme disaient les enfants, quand ils accusent de faire de l'ethnicisme, les souverainistes, comme mes enfants disaient, c'est lui qui le dit et c'est lui qui l'est. Si vous regardez comme il faut, comment fonctionne le gouvernement, l'État canadien, c'est de mobiliser les immigrants, les communautés contre le Québec. Ça a toujours été comme ça, parce qu'ils sont les héritiers de l'État britannique, et les Britanniques étaient passés maîtres là-dedans. Ils l'ont fait en Inde, ils l'ont fait en Pakistan, au Pakistan, ils l'ont fait en Afrique, au Nigeria. Donc, ils ont fait, entre 80 et 95, les organisations juives, italiennes et grecques ont passé d'une neutralité en 80 à être des militants pour le Nord. Et ça, c'est grâce aux fédérales qui ont fait ça. Je termine en disant, dans un nouveau cycle, il ne faut peut-être pas qu'on voit l'immigration comme étant un problème. Je ne vois pas ça du tout comme un problème. Je vois le problème étant l'État britanno-canadien, sa colonie anglaise qui est au Québec, et une certaine élite qui préfère la prospérité individuelle à l'émancipation sociale et économique du peuple du Québec. Alors, merci beaucoup. On va passer maintenant à la période de questions. Alors, merci beaucoup, M. Robin Philpot. Si vous avez des questions, allez-y sur le clavardage de la page Facebook du Rassemblement Pays Souverain. Madame Sylvie Desjardins pose la question suivante. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu nationaliste? La mesure de guerre en 1970. J'étais étudiant à l'Université de Toronto et à ce moment-là, et mes amis, mes collègues, en grande partie, étaient tellement anti-québécois, le FLQ, les Québécois, ils ne voyaient pas beaucoup de différence. Et avec le recul, c'est cet événement-là qui m'a vraiment marqué et qui m'a amené à être souverainiste. Question de Judith Lesage. Est-ce que le Canada a perdu du prestige suite à ces magouilles? Ils auraient dû, mais comme je disais, ils ont profité d'une situation au lendemain où ils se sont refait une virginité à la suite de la déclaration de M. Parizeau. En fait, je sais que la Société Saint-Jean-Baptiste, en 99 et 2000, on a tenté de faire connaître ces magouilles par des publications dans le monde diplomatique et dans le New York Times, parce que c'est seulement comme ça qu'on va réussir à empêcher que ce genre de choses se fassent. C'est qu'il faut qu'ailleurs dans le monde, on ne voit pas, on ternisse, et il faut le dire, il faut ternir un peu l'image, il faut démontrer l'hypocrisie du Canada sur ces questions-là qui sont fondamentales. Ils vont défendre Hong Kong, ils vont défendre la Crimée, ils vont parler de toutes sortes de places, mais quand il s'agit du Québec, jamais. C'est aux Québécois d'aller au-devant et vraiment aller faire ça en amont. Autre question de Marc Lefebvre. Est-ce que des observateurs internationaux seraient suffisants pour empêcher le Canada de répéter ses actions contre le Québec? Moi, je pense que c'est une illusion, cette histoire d'observateurs. Je ne serais pas contre, sauf que l'État canadien, écoute, c'est l'héritage de l'Empire britannique. Il a quand même des antennes un peu partout. Il peut faire venir des observateurs qui sont gagnés d'avance. Et encore, je pense que la façon la plus importante, c'est d'aller au-devant. D'abord, notre stratégie doit être plus claire,
plus franche que le système qui est devenu une sorte d'étapisme où, à un moment donné, ou condition gagnante. Il faut que ce soit une stratégie plus franche et il faut que ça comprenne la recherche d'alliés en faisant connaître l'hypocrisie du Canada. Et il faut peut-être aller au-delà de nos alliés traditionnels, qui seraient la France, qui seraient certains pays. Je pense qu'il faut aller regarder en Amérique latine des pays qui sont un peu traités comme des parias, mais qui seraient intéressés par ça. Je parle du Venezuela peut-être, ou des pays qui sont peut-être mal vus, mais eux, on va pouvoir compter sur eux. Le danger, c'est que nos alliés peuvent être très influencés par le Canada et ses alliés. On a une autre question de Mme Edith Poitras. Que peut-on faire pour que le traitement médiatique pour les souverainistes soit plus équitable dans les médias? C'est que quand un parti souverainiste prend le pouvoir, il faut qu'il crée un Radio-Québec ou un Télé-Québec qui a du point, qui est fort, qui est capable de fournir un contrepartie. Quand l'État, il faut que l'État prenne le devant là-dessus. C'est parce que sinon, on est quand même à la merci. À la merci de nos adversaires. Bien, merci beaucoup, M. Robin Philpot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Robin Philpot. Maintenant, notre prochain invité est titulaire d'un doctorat de l'Université du Québec. Il est aujourd'hui chroniqueur et blogueur pour le Journal de Montréal, chroniqueur au Figaro et chargé de cours au HEC de Montréal. Il a écrit plusieurs livres dont La dénationalisation tranquille, Le multiculturalisme comme religion politique et L'empire du politiquement correct. Mesdames et messieurs, Monsieur Mathieu Bock-Côté. Alors, chers amis, merci infiniment au RPS pour cette invitation, pour commémorer, on ne saurait dire célébrer d'aucune manière, pour commémorer les 25 ans, le quart de siècle du référendum de 1995. Pour commémorer les 25 ans d'un événement qui, dans notre histoire, aurait dû être vécu, aurait dû se présenter à nous comme un aboutissement. L'aboutissement d'une longue quête au fil des ans, au fil des décennies, au fil des siècles, où le Québec, après, pour reprendre la formule de Lucien Bouchard, après avoir envisagé toutes les autres solutions, trouvait dans l'indépendance et la souveraineté non pas simplement une option préférable à une autre, mais le débouché naturel de son histoire. 1995 aurait dû représenter, pour le Québec, l'occasion d'une grande décision. Une décision où, après avoir, parce qu'on connaît les circonstances, le Québec, fondamentalement, dans les années 60, joue avec deux options, les États associés, la souveraineté, le statut particulier, ou l'indépendance politique, et là il y a un continuum de propositions entre ces options. Il y a une troisième option, mais qui est celle d'une faction félonne de l'élite locale, qui est le trudeauisme. Et ce que l'on voit, fondamentalement, c'est à cause de la division des nationalistes, à cause de la ruse de Trudeau qui s'appuyait sur l'État canadien, le Québec, finalement, le mouvement nationaliste québécois avorte une première fois à la fin des années 60, mais surtout en 1980, premier échec référendaire. Les fédéraux en profitent en 1982 pour nous imposer une constitution qui est fondée, en fait, sur la négation de notre existence nationale, sur la censure de notre existence nationale. Dernière tentative, ensuite, de réparation, sous le signe du principe de la société distincte. Meach, 87-90. Et nous connaissons le résultat. Échec, le minimum vital, selon le Québec, était considéré comme un plus que maximal, une forme de demande exagérée par le Canada anglais, qui considérait qu'avec Meach, qui était pour nous, il y avait les 5 conditions minimales pour rentrer dans le Canada avec Meach, pour signer la Constitution, du point de vue du Canada, c'était encore beaucoup trop. Donc l'idée même de notre affirmation comme peuple, comme nation, passait à certains égards pour scandaleuse. Et ce scandale n'a fait que se radicaliser au fur et à mesure où le régime de 1982
à continuer de s'implanter, de remanier les consciences, de refonder le Canada selon le principe du multiculturalisme, où le destin du peuple québécois n'y est plus d'être traité comme peuple, mais en fait comme une forme de minorité empaillée dans le musée du multiculturalisme canadien. 1995, c'était donc le moment où, après l'échec de Meach, quand on constate sans le moindre doute, reconfirmé soit dit en passant à Charlottetown en 92, qu'il n'y a plus d'autre option possible, qu'il n'est pas question de savoir s'il y aura un destin québécois dans le Canada ou un destin québécois dans l'indépendance, mais s'il y aura un destin québécois tout court et ce destin passe par l'indépendance, eh bien, 1995, qui aurait dû être un aboutissement, se transforme enfin en avortement collectif. Nous le savons, nous avons échoué par très peu. On se rappelle du résultat de la distribution du vote, 94% de taux de participation environ, mais surtout 61% des francophones, la majorité historique francophone qui vote oui, 99% des anglophones qui votent non, 95% environ des nouveaux arrivants ou des communautés culturelles, comme on dit, votent non. Le résultat est clair, il est crève-cœur, on le sait, on le dit, cette défaite va casser les reins du Québec. Va les casser d'autant plus, pourquoi? Parce que fondamentalement, un peuple, et ça on l'oublie souvent, on se demande toujours combien coûterait l'indépendance, c'est quoi le prix de l'indépendance, mais on oublie toujours de se poser la question du prix de l'échec de l'indépendance. Un peuple qui échoue son indépendance en paie le prix. Et à partir de 1995, du 30 octobre au soir, on peut constater que le Québec a commencé très rapidement à payer le prix d'une défaite, qui est devenue rapidement une déroute, d'autant plus que l'État fédéral canadien, qui a été pris de panique devant le résultat. Il croyait fondamentalement que la question allait se régler, serait balayée une fois pour toutes, c'est fini, c'est terminé. Eh bien non, le Québec est au seuil de l'indépendance et à Ottawa, on craint. À Ottawa, on craint un prochain référendum rapide, un référendum éclair, un référendum qui permettrait de transformer la situation. Parce que ne l'oublions pas, et c'est le paradoxe, après 1995, les sondages démontrent pendant à peu près 2 ans un appui supérieur à 50% à la souveraineté. Comme si les Québécois, en quelque sorte, se disent « Mais vous auriez dû nous le dire que c'était possible, on aurait voté oui ». Donc c'est comme si nous avons surmonté en 1995 cette peur fondamentale de l'échec, mais malheureusement, on le sait, les circonstances nous échappent, et les fédéraux décident de lancer une offensive d'une violence idéologique et symbolique qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Le Québec fonctionne souvent, hélas, à la manière... il efface sa mémoire, il gomme les aspérités de sa mémoire pour apaiser son existence et ne pas avoir à assumer quelques conflits difficiles. Qu'est-ce que les fédéraux vont faire? D'abord et avant tout, après 1995, mener sous le signe du plan B, une campagne de diabolisation radicale du nationalisme québécois, qui est réduit à une forme de nationalisme ethnique, qui est réduit à une forme de nationalisme régressif, qui est réduit à une forme, autrement dit, de suprémacisme ethnique fondamentalement illégitime, qui ne mérite plus d'être considéré comme un groupe, le Québec doit plus être considéré comme un groupe national avec des aspirations légitimes. Désormais, il ne s'agit plus simplement de réintroduire le Québec dans le Canada, au contraire, il s'agit de casser les ressorts intimes, les ressorts profonds de l'identité québécoise. Et ça va être porté, nous le savons, par des personnes comme Stéphane Dion, comme Pierre Petitgrou, et ça va être piloté par Jean Chrétien, nous le savons, qui a toujours été un partisan de la ligne dure envers le Québec. Autre élément, rappelons-nous la menace partitionniste. On a tendance à l'oublier, mais l'État fédéral, les accusations de nationalisme ethnique, c'est quand même paradoxal, parce qu'après 1995, qui menace de diviser le Québec selon des lignes ethniques pour être capable, autrement dit, de nous faire une stratégie à la nord-irlandaise, à certains égards? On découpe le pays, on découpe le Québec selon des lignes ethniques, si jamais le oui en venait à l'emporter. Autre élément, la mise sous tutelle, la tutélisation de la démocratie québécoise par la loi C-20, qui consiste à dire que le Québec n'est plus maître de sa démocratie, ce sont les fédéraux, désormais, qui vont décider des paramètres, des consultations qui portent sur notre avenir collectif. Le peuple québécois doit désormais demander à Ottawa la permission, non seulement d'organiser son référendum, mais surtout les modalités selon lesquelles il serait légitime. Transfert de légitimité massif de la légitimité québécoise, de la démocratie québécoise vers le Canada. N'oublions pas aussi un élément là-dedans qui avait déjà été visible en 1995, mais une forme de tabou autour de ça qu'on ne peut pas mentionner, mais c'est la volonté de verrouiller démographiquement l'avenir politique du Québec, avec une politique d'immigration massive qui va être portée essentiellement à partir de 2003 par les libéraux, qui ont une intention très claire. Et c'est dit comme tel. On cherche quelquefois à nous faire croire que c'est scandaleux de le rappeler, mais qui est dit comme tel. Il faut s'arranger pour que le prochain référendum soit rendu, que la défaite soit programmée à cause de la minorisation programmée, à tout le moins la baisse du poids démographique des francophones au Québec.
Et le résultat, on le voit, soit dit en passant, 25 ans plus tard, avec la multiplication des comtés protégés libéraux à Montréal, à Laval, avec la transformation de Laval en extension politique du West Island, ce que Frédéric Lacroix appelle la West Islandisation de l'île de Laval sur le plan politique. Et bien, qu'est-ce qu'on a vu, en fait? C'est une stratégie de l'État canadien pour casser, fondamentalement, les ressorts de l'existence nationale québécoise. Une stratégie qui consistait en fait à dire, parce qu'on entend quelquefois certains commentateurs, certains intellectuels fédéralistes ou nationalistes mous, dire il faut reprendre le dialogue avec le Canada, chercher à y faire des gains, trouver un espace pour nous. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de dialogue avec le Canada. Il y a un monologue avec le Québec qui a l'impression de dialoguer avec quelqu'un qui ne l'écoute plus depuis longtemps. Parce que fondamentalement, le Québec croit qu'il est un des deux peuples fondateurs, mais le Canada ne voit dans le Québec qu'une province sur 10 et dans le peuple québécois qu'une minorité ethnique parmi d'autres qui, je le disais plus tôt, est en fait une minorité qui ne sera respectée que le jour où elle sera empaillée dans le musée du multiculturalisme canadien. Lorsque nous serons une fois pour de bon folklorisés, alors peut-être aurons-nous droit à quelques tendresses de la part de l'État canadien, mais d'ici là, fondamentalement, puisque nous sommes une menace à l'intégrité de l'État, les stratégies, la diabolisation du nationalisme québécois est au cœur de la gestion canadienne de la situation québécoise. Eh bien, les fédéraux, après 1995, en fait, ont tout fait pour casser la légitimité du nationalisme québécois. Les Québécois, pardonnez-moi, le Québec, en fait, a connu à ce moment-là une défaite qui était en fait qui est devenue une déroute. Une déroute parce que nous avons intériorisé un questionnement sur la légitimité de notre existence collective. Avions nous-mêmes le droit de dire nous au Québec, de nous nommer comme peuple? Le simple fait de nous nommer comme peuple passait à partir d'un certain moment pour une forme d'exclusion, de mépris de l'autre, de refus de l'autre. On en est venu à confondre en fait l'ouverture à l'autre avec le reniement de soi, la main tendue avec la génuflexion. C'est la possibilité même pour les Québécois de dire leur nom qui a été compromise. C'est la possibilité comme peuple de rappeler que nous avons un destin singulier qui a été compromise. Et les années libérales de 2003 à 2018, pour l'essentiel, malgré le petit passage des péquistes au pouvoir en 2012-2014, le Parti libéral s'est comporté dans les circonstances comme un gouvernement complice de l'ordre de 1982. La fonction du Parti libéral n'est plus de porter une vision québécoise, québécoise du Canada, mais une vision canadienne du Québec. La fonction du Parti libéral est de domestiquer des politiques qui hésitent entre la carotte et le bâton, le Québec fondamentalement, le Parti libéral qui a été colonisé idéologiquement par le Parti libéral du Canada, qui a été trudeauisé, a cherché jusqu'à 2018 à nier ici même la légitimité du nationalisme québécois. Tout cela a culminé sous les années Couillard, des années Couillard où fondamentalement tout soupçon de nationalisme québécois était associé aux fameuses braises de l'intolérance qu'il fallait chasser, contre lesquelles il fallait lever la croisade contre l'intolérance québécoise. Tout cela peut donner l'impression que la situation se porte mal pour le mouvement national, et il serait faux de dire que ça va si bien que ça. Mais ce qu'on a vu néanmoins, depuis le milieu des années 2000, depuis ce qu'on a appelé la crise des accommodements raisonnables, et ce qui s'est manifesté depuis, c'est qu'autour de la question identitaire, dont on parle beaucoup, les Québécois ont réappris le droit de formuler des revendications collectives. C'est minimal, c'est minimaliste. Fondamentalement, on a cherché à gagner sur nous-mêmes le droit de rappeler que nous sommes un peuple et une nation, de fixer les paramètres de l'intégration, de nous arracher au multiculturalisme canadien qui nous transforme en éléments parmi d'autres de la diversité canadienne et qui conteste notre statut de peuple fondateur. On l'a vu véritablement. Comment dirais-je? Il faut être sévère un peu quelquefois. Le débat sur la laïcité. On a fait une victoire collective et on a fait une vraie victoire collective. Et pourtant, c'est une victoire minimale. On a simplement cherché à s'arracher des paramètres du multiculturalisme canadien. On a voulu rappeler le primat du politique sur le gouvernement des juges, mais en dernière instance, il s'agit d'une victoire minimale, et on sait en dernière instance que l'affrontement viendra avec le Canada qui cherchera à déchiqueter cette loi, en respectant quelques morceaux, en enlevant d'autres, comme on a fait avec la loi 101, ce qui avait permis à Stéphane Dion de dire que la loi 101 est une grande loi canadienne. Le jour où ils auront dépecé, démantelé la loi sur la laïcité pour n'en conserver qu'une version minimale et sans substance, on nous dira peut-être aussi que la loi 21 est une grande loi canadienne. Mais je crois pourtant que ce qui s'est manifesté autour de la question identitaire, et ce qui se manifeste aujourd'hui autour de la question identitaire, c'est l'instinct de vie du peuple québécois qui ne veut pas devenir étranger à lui-même en son propre pays. René Lévesque disait, dans les premières pages d'Option Québec, qui sont lumineuses, qu'on doit relire,
Il parlait de la différence vitale du Québec. Cette différence vitale, c'est ce sentiment que nous portons ici, non pas simplement la trace d'une culture en voie de disparition, non pas une culture musée, mais une culture vivante qui porte une aventure historique de plusieurs siècles et qui peut et doit aboutir dans la constitution d'un État indépendant. Je vois le scénario suivant pour les prochaines années. 25 ans après le référendum, avons-nous le droit encore d'espérer un Québec libre, un Québec souverain? Je crois que oui. Le scénario ressemble à la chose suivante. Autour de la question identitaire, nous avons recommencé à agir collectivement, à agir comme peuple. Autour de la question identitaire, nous définissons notre propre modèle de société. Minimaliste, certes, mais n'oublions jamais que pour le Canada, le minimum québécois passe encore pour un scandale ultranationaliste suprémaciste. Le minimum québécois s'affiche. Le minimum québécois, et les Québécois font, c'est une forme de beau risque intérieur. Le beau risque auparavant, c'était l'idée, on va demander au Canada de nous reconnaître. Là, on est dans une espèce de détour autonomiste, un beau risque intérieur. On se dit, on va chercher à s'affirmer dans les paramètres actuels du régime, voir ce que ça donne. Inévitablement, le couperet d'Ottawa va tomber d'une manière ou de l'autre. Sur la question du français, sur la question de la laïcité, sur la question du multiculturalisme, sur la question de l'immigration, nous constatons que dans le Canada, notre existence même comme peuple est compromise. L'indépendance du Québec n'est plus à la solution préférable parmi un éventail d'options disponibles pour parler de notre avenir national. L'indépendance du Québec est la condition même de notre survie, de notre existence comme peuple, comme nation. Ce n'est plus simplement un choix politique, c'est une nécessité vitale pour un peuple qui veut vivre. Et je porte en moi la conviction intime que les Québécois veulent vivre. Je porte en moi cette conviction intime que notre instinct vital nous porte vers l'indépendance. Alors, quelles seront les circonstances à venir? On peut croire raisonnablement que lorsque viendra de nouveau la confrontation avec le régime fédéral qui cherchera à dépecer nos lois fondamentales, lorsque la question identitaire se déploiera pleinement, on peut croire que les Québécois, cette fois, se diront, on le sait qu'on a une dernière chance. On n'en a pas deux, on n'en a pas trois, on n'en a pas quatre. Mais la troisième chance sera la dernière, mais il se pourrait bien que ce soit la bonne. Dans un combat pour l'indépendance nationale, il y a différentes familles de pensée, différents courants qui se rassemblent. Pendant les dernières années, il y a eu le dernier carré de résistants indépendantistes, ceux qui ne cédaient pas, ceux qui tenaient, ceux qui résistaient, ceux qui gardaient vivante la flamme de l'indépendance et qui la transmettaient aux générations suivantes. Pas toujours majoritaire, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pas vaincus, refusant de mettre le genou à terre et portant cet idéal. Il se pourrait que dans les années à venir, les indépendantistes qui sont aujourd'hui dispersés apprennent à se rassembler de nouveau d'une manière ou de l'autre, autour du droit des Québécois d'exister comme peuple, tout simplement. Et je suis convaincu quant à moi, parce que je les vois, parce que je les entends, parce que je les rencontre, que plusieurs personnes, qu'ils soient avocats, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient dans les communications, qu'ils soient gestionnaires, dans de nombreux milieux, eh bien, on se trouve beaucoup de gens qui sont ce qu'on pourrait appeler des souverainistes déprimés, des souverainistes refoulés, mais qui nous disent, quand on parle franchement d'indépendance, le jour où ça va revenir à l'actualité, je serai là, je n'oublierai pas, je porte ce rêve en moi-même, je l'ai refoulé parce que la défaite a été trop dure, mais il serait normal que le Québec soit un pays. Il y a de la place sur Terre pour un pays nommé Québec, il y a de la place sur Terre pour un pays d'Amérique de langue française nommé Québec. Il y aura un jour un pays nommé Québec, l'indépendance du Québec arrivera. Merci. Merci beaucoup, M. Bock-Côté. On va passer maintenant à la période de questions. Une première question de M. Jacques Richard. Selon vous, le multiculturalisme est-il un frein à notre émancipation? C'est plus qu'un frein, en fait. C'est une stratégie qui programme notre minorisation. Il y avait au Canada deux peuples fondateurs. À tout le moins, c'est ainsi qu'on se racontait le Canada. Parce que du point de vue du Canada, il y avait une nation fondatrice, c'était les Britanniques. Et il y avait ensuite les Autochtones qui avaient été conquis et les Canadiens français qui avaient été mis dans une réserve au Québec et qui allaient tôt ou tard disparaître. Or, mais nous, les Québécois, on s'imaginait qu'il y avait deux peuples fondateurs, le pacte des deux nations. Le multiculturalisme est venu clarifier les choses. Le multiculturalisme consiste à dire finalement qu'il y a le peuple québécois n'est qu'un élément parmi d'autres dans la diversité canadienne, comme on nous dit, que c'est une différence qui n'a pas de prétention de légitimité politique, une différence folklorique, et ça s'accompagne, ne l'oublions pas, de la vision du bilinguisme canadien, c'est-à-dire, comme je viens de dire, le Canada est un pays bilingue de langue anglaise. Au Québec, on a les affaires francophones qui gèrent entre nous, puis de plus en plus sous le signe du Québec bilingue, un mot là-dessus. C'est le rapport à la loi 101 qui a changé depuis quelques années. La loi 101 devait faire du français la langue commune du Québec. De plus en plus, ce qu'on voit, c'est que la loi 101, c'est le droit pour les francophones de se faire servir en français au Québec. Nous intériorisons peu à peu la philosophie qui commande la loi fédérale sur les langues officielles. Eh bien, moi, je crois, quant à moi, que de ce point de vue,
il faut sortir à la fois du multiculturalisme canadien et du multiculturalisme comme idéologie en général, hein, cette idéologie fondée sur l'inversion du devoir d'intégration. Et on doit sortir aussi de la conception canadienne du bilinguisme. Il faut valoriser le bilinguisme, le multilinguisme chez les individus. La langue commune au Québec, c'est le français. Ça doit être le français et l'État doit jouer ses responsabilités en la matière. On a une autre question de la part de Lorraine Simard. Que devrait-on faire pour empêcher l'ingérence du Canada de décider de notre destin? Alors, ça, c'est une question qui est un peu piégée, parce que nous n'y pouvons rien. Le Canada va tout faire ce qu'il peut pour conserver son intégrité territoriale. Je ne crois pas au fair-play canadien. D'ailleurs, vous noterez que dans l'histoire de l'Empire britannique, dont le Canada est un peu l'héritier, il se laisse rarement, pas qu'on pense à l'Irlande, mais qu'on pense à d'autres situations, les Britanniques, ou les États qui découlent de ça, je pense au Canada ici évidemment, n'acceptent pas la légitimité du mouvement national. Il y a eu une parenthèse dans l'histoire des années 60 et 90 où on a joué avec cette idée, mais fondamentalement, donc je ne crois pas que le Canada va nous faire la vie facile. Ce que l'on peut faire toutefois, c'est faire l'exercice démocratique le plus rigoureux et le plus volontaire, et on doit surtout, je pense, au Québec, chercher à préserver les conditions de l'existence nationale québécoise. Moi, c'est pas pour rien que je suis aussi attaché à la question identitaire. Parce que je pense que plus l'identité québécoise va s'affirmer, plus on va être capable d'intégrer les nouveaux arrivants, et plus on va être capable de porter fort notre nom. Par ailleurs, je pense que le meilleur contrôle démocratique, la définition d'une carte d'électeur, il y a toute une série d'enjeux, de solutions qui sont possibles, mais ce qui est certain, cela dit, et puis on doit aussi, ça m'apparaît évident, de ne pas reconnaître la légitimité de la loi C-20 lorsque viendra un prochain référendum. Entre-temps, les politiques d'affirmation nationale sont celles qui reconstruisent une politique à la fois, la légitimité du droit des Québécois d'autodétermination. On a une autre question de la part de Maxime Jacques Robitaille. Les liens tissés avec nos alliés ont-ils changé? Ça dépend de ce qu'on entend par là. Si c'est les alliés, c'est la France, mais la France ne peut pas soutenir éternellement un peuple qui refuse son indépendance. Donc la France ne peut pas faire l'indépendance à notre place, disons ça comme ça. Mais nous avons un allié fondamental avec la France. Il y a une relation naturelle, une complicité naturelle avec la France. Je comprends qu'on puisse vouloir chercher d'autres alliés, mais il m'apparaît évident que l'effort diplomatique central, l'effort politique central peut et doit se faire avec la France, que ça demeure en dernière instance un pays qui est au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est un pays qui dispose d'un écho incroyable à travers le monde, qui est aussi un des piliers de la civilisation occidentale sans le moindre doute, qui est notre mère patrie à bien des égards, et même à tous les égards. Donc de ce point de vue, je pense que le lien français doit être entretenu. Tous les alliés sur le plan québécois, je pense que la coalition québécoise nationale doit se reconstruire. Il y a eu une coalition en 1995, la coalition pour le camp du oui, qui rassemblait tout à la fois Dumont, Bouchard, Parizeau, mais aussi Françoise David et Éric Duhaime. La prochaine coalition nationaliste au Québec, la prochaine coalition souverainiste, va devoir embrasser tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, font leur le principe du Québec d'abord, du Québec leur pays. Cette coalition reste à construire, et moi je suis admiratif de ceux qui se lancent dans le jeu pour être capables de construire maintenant, dans des circonstances difficiles, cette prochaine coalition nationaliste. Merci infiniment, M. Bock-Côté. Nous sommes presque rendus à la fin de cette émission, mais avant de prononcer le mot de la fin, je vais céder la parole au directeur de la radio Infocité, collaborateur à cette émission, M. François Saint-Louis. D'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir tous été présents ce soir. Particulièrement M. Benoît Roy du Rassemblement pour un pays souverain. Merci beaucoup d'avoir été l'initiateur de cet événement. Ensuite, j'aimerais remercier M. Robin Philpot et M. Mathieu Bock-Côté, deux de nos grands intellectuels québécois qui, vous en êtes aperçus ce soir, sont de grands communicateurs, et je pense que l'avenir est avec ces gens-là. Et je pense que des événements comme on vient d'assister ce soir, il faudra répéter à maintes et maintes reprises. Je remercie aussi M. Martin-Joseph Lamontagne et Jean-Marc Drolet d'avoir rendu possible cet événement, parce que sans eux, rien n'aurait été possible. Et évidemment, j'aimerais vous remercier d'avoir été là et vous inviter à écouter du lundi au jeudi à 21h le soir le journal du soir sur radioinfocité.com. Et si vous souhaitez entendre parler
encore plus de souveraineté du Québec, eh bien, c'est un rendez-vous à tous les soirs, 21h. Merci encore une fois, M. Benoît Roy du Rassemblement pour un pays souverain, d'avoir été l'initiateur de cet événement. Et à bientôt. Merci, M. Saint-Louis. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à nous communiquer vos commentaires. Je vous invite également à devenir membre du Rassemblement pour un pays souverain et à vous impliquer dans notre mouvement. Vous pouvez le faire en visitant notre site internet www.rps.québec. Il ne me reste plus qu'à remercier nos deux invités, M. Philpot et Bock-Côté, d'avoir participé à cette émission, ainsi qu'à M. Lamontagne et Drolet, à la réalisation et mise en onde, et à Radio Infocité pour sa collaboration. Et à vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci et à la prochaine.